Bonjour, donc Bastien Mancini, je suis le président de la société Delair, donc une entreprise basée à Toulouse qui fait des drones donc pour l'industrie et la défense. C'est une entreprise qu'on a créée en 2011. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Henri, je te laisse me corriger, mais je crois qu'à l'époque, DJI, donc le leader chinois mondial, faisait 1 million de chiffre d'affaires. Et je pense que vous faisiez dans les 10 millions. Et aujourd'hui, DJI doit faire dans les 4 milliards. Donc on est dans une industrie qui s'est beaucoup développée. DJI s'est en effet beaucoup développé sur le grand public. Delair, on est aujourd'hui 150 personnes, donc on a aussi connu un développement assez important, sachant que on doit être à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, que les leaders mondiaux sont plutôt au-delà des 300 millions, de 300 millions à 4 milliards donc, et qu'en Europe, les grosses entreprises de drones sont entre 50 et 100 millions. Donc on essaye de se développer pour atteindre une taille critique de leaders européens qui, il nous semble, qui reste à prendre à l'échelle des leaders mondiaux. Voilà. Et on s'est effectivement d'abord développé sur l'industrie, donc comme Parrot sur un marché professionnel mais civil. Et on s'est retrouvé par les circonstances à développer aussi des drones pour la partie militaire. Et donc on a notamment des drones qui sont opérés en Ukraine tous les jours. Je pense que Henri en a parlé, ça sera aussi, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, un des débats importants, l'arbitrage entre la technologie et la masse, puisqu'on parle d'économie de guerre. Ce qu'on voit, c'est que le drone est devenu un objet de masse pour l'armée, alors que c'était un bijou technologique. Pour faire une petite parenthèse, moi j'ai débuté ma carrière dans le spatial, au CNES, et à mon époque, les lanceurs étaient vus, et sont peut-être encore vus en Europe, comme un bijou technologique. Et les programmes de recherche et développement étaient là pour financer des optimisations de l'ordre de 1 ou 2% de performance en plus sur Ariane. Voilà, tous les 5 ans, on espérait gagner 2%. Et SpaceX, Elon Musk est arrivé avec une autre idée qui était de conserver les technos existantes, reprendre en fait des technos des années 60, dire le spatial, pardonnez-moi l'expression, c'est pas rocket science, et par contre en faire en masse. En faire 100 par an, en faire 200, et donc rendre cet objet-là, quelque part, un objet courant, et donc beaucoup travailler sur la partie industrialisation. Et donc on a effectivement parfois tendance dans la défense, il me semble, à confondre la notion de performance avec la notion de coût. En fait, ce qui fait baisser les coûts, c'est beaucoup la fabrication en masse, c'est l'industrie, c'est le rôle d'une industrie. Et donc quand les besoins de défense sont très spécifiques, quand les besoins du spatial voilà, sont très spécifiques, les objets sont fabriqués en petite quantité et donc sont très chers. Quand les besoins deviennent plus génériques, alors une industrie peut se mettre en place, une production de masse peut se mettre en place, et on arrive à baisser les coûts drastiquement. Quelque part, quand vous avez une voiture que vous payez 25 000 euros, c'est un bijou technologique. Voilà, et les premiers prototypes de voitures, ils ont été fabriqués pour plus d'1 million d'euros, et le programme de développement a coûté 1 milliard d'euros. Donc il faut avoir conscience que quand on produit de la masse, on abaisse le coût de l'objet individuel, que ce soit pour n'importe quel marché, alors qu'il soit pour la défense ou pour du civil. Il se trouve que les drones ont trouvé, ou en tout cas les usagers de la défense ont trouvé un intérêt à avoir des drones en masse, ce qui a amené à changer le paradigme, je pense, dans notre domaine. Et si je peux développer un petit peu ça, Henri en a parlé aussi, sur le financement. Alors, tu l'as dit, les capitaux sont disponibles, mais pas toujours quand même. C'est un problème aussi connu. Dès qu'on fait de la défense, et nous on l'a vécu, notamment, et on fait des drones armés, donc des munitions téléopérées, l'aspect militaire peut rebuter alors, des fonds d'investissement pour une raison bassement mercantile, mais si vous êtes une entreprise stratégique française qui fait des drones importants pour la France, les investisseurs, ils rentrent pour un temps donné, ils veulent revendre leurs actions à un horizon de 5 ou 10 ans, et ils se disent qu'ils vont avoir du mal à les revendre, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs qui seront autorisés par l'État. Donc ça, c'est un aspect intrinsèquement important. Et après, il y a aussi l'aspect bien connu de faire des armes avec, qui est en train d'évoluer, mais qui évolue lentement, ne serait-ce que pour des accompagnements à l'export. Nous, on a besoin parfois de garanties bancaires, et c'est pas facile de trouver des banques qui vous accompagnent à l'export sur des garanties bancaires quand vous faites à côté, hein, même si c'est pas ça que vous vendez, mais quand vous êtes une entreprise qui fournit des armes. Voilà.
Pour les drones, les munitions téléopérées, les drones kamikazes, ils sont naturellement inclus dans nos travaux. Il y a des opérations qui sont lancées. Alors effectivement, la France s'est dotée suite aux initiatives déjà avec les opérations Colibri et l'Arenae, avec un premier lot de drones qui ont été livrés à l'Ukraine, produits par Delair, un programme de drones également de munitions téléopérées courte portée, toujours confié à Delair. Donc la France avance. Nous avons des industriels qui sont bons, qui sont performants. Les retours que nous avons des Ukrainiens, c'est que les drones, qui soient aussi bien Parrot ou Delair, sont parmi les meilleurs en service actuellement sur le théâtre ukrainien. Donc effectivement, nous avons des pépites technologiques. Il faut continuer à les encourager. Et effectivement, sur ce qui est de la question du financement de la programmation militaire, je rejoins totalement M. Mancini en disant il faut des commandes, il faut avancer, et c'est comme ça que l'on progressera. Et c'est aussi un des objectifs de ce drone low cost, équiper massivement les unités de l'armée de terre pour que l'armée de terre s'approprie vraiment la guerre des drones. Ma question s'adresse à M. Mancini, président de Delair. J'ai eu le plaisir l'an dernier de visiter votre entreprise et c'est un véritable succès, une success story à la toulousaine. J'ai découvert les drones de type avion qui font plus de 100 km, qui peuvent voler au-delà de 100 km. Et je sais que vous les commercialisez dans 70 pays. Depuis, le ministère des Armées vous a commandé 300 drones de surveillance et 2000 drones kamikazes, dont une centaine a été livrée en urgence à l'Ukraine. Après vous êtes diversifié dans les drones sous-marins, vous venez d'acquérir Squadrone System, qui est producteur de drones multicoptères, spécialiste d'essaims de drones pour la défense. Cette opération de croissance externe est à saluer dans un marché du drone français et européen qui est composé d'une multitude d'acteurs dont la santé financière est souvent fragile. La pérennité de ce marché doit passer par une phase de consolidation pour atteindre des volumes nécessaires à une production de masse, permettant de réduire les coûts et de rendre les équipements plus attractifs face à nos compétiteurs. Monsieur le Président Mancini, ma question est la suivante. Quels sont pour vous les principaux freins à la croissance des entreprises françaises du secteur ? La frilosité des établissements bancaires face aux besoins d'exportation des entreprises ? La réglementation européenne qui limite la portée des drones à 1 km ? Ou l'acceptation sociale qui peut limiter le déploiement des drones pour certains usagers ? Je vous remercie. Merci Madame la députée pour vos compliments qui nous touchent et que je transmets aux 150 salariés, parce que c'est surtout le travail de 150 personnes hyper engagées, avec un très grand esprit d'équipe, une bienveillance les uns envers les autres qui fait qu'on arrive à faire une croissance aussi forte en aussi peu de temps. Et c'est beaucoup d'efforts des équipes. Donc je tiens à les saluer, vous les avez vus. Je vais parler notamment de la partie réglementaire que vous avez évoquée dans les freins. Parce que je ne sais pas si tout le monde a conscience ici que la France était en avance sur la réglementation des drones en 2012 avec des premiers arrêtés qui ont été publiés par la DGAC et qui ont permis de développer ce fourmillement de PME qui ont été mentionnés. On était vraiment en avance. Voilà. En 2012, il y avait un arrêté en France qui permettait d'envoyer les drones à une distance quelconque de l'opérateur. L'Europe a pris le pas en 2019 pour réglementer en se disant je vais créer une nouvelle méthode. Et je pense que ça a été un des aspects négatifs ou pénalisants, c'est que plutôt que de récupérer ou reprendre des méthodes de l'aéronautique classique, l'Europe s'est dit je vais tout réinventer. Et en fait, on peut passer du temps à réinventer des méthodes, notamment quand il s'agit de calcul de risque. Aujourd'hui, un tas de projets sont financés pour savoir si quand on parle de drone et qu'on estime le risque que le drone retombe sur la population, est-ce qu'il faut calculer la densité de population en faisant un carré de 1 mètre de côté, de 10 mètres ou de 10 km. Bon, et ça, je pense qu'on peut passer 150 ans peut-être, autant que l'Académie pour définir 30 mots. Mais en tout cas, voilà, si on continue comme ça, on ne va jamais conclure sur cette réglementation. Or, à un moment, il faut prendre des risques. C'était le parti pris de la réglementation française à l'époque. C'était je mets une réglementation dans la nature, alors, qui est quand même plutôt safe, hein, mais qui permet d'opérer des choses. Et une fois qu'elle est là, je l'améliore au fur et à mesure. Aujourd'hui, la réglementation européenne est là, hein, mais pas encore sur tout. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, dans l'espace aérien civil, alors qu'on pouvait envoyer, il y a 10 ans, nos drones ont inspecté des dizaines de milliers de kilomètres de lignes électriques. Aujourd'hui, on peut envoyer les drones qu'1 kilomètre. Donc cette activité civile n'a pas de sens en termes économiques. Et donc on ne peut pas envisager de développer des drones en masse
Or, comme on l'a dit, pour faire baisser les coûts, il faut trouver des alternatives ou des marchés pour lesquels on peut faire de la masse. Donc, une autre, et ça, pour le coup, c'est très positif d'avoir une réglementation européenne, ça met à portée des drones un marché qui a une taille suffisante pour payer les coûts de développement dont a parlé Henri. En tout cas, c'est suffisamment grand pour envisager des frais d'investissement importants. Et je ne maîtrise pas suffisamment ce sujet, mais peut-être que des marchés européens d'acquisition pour les matériels, sans perdre du tout la souveraineté nationale pour les pays, mais lancer des marchés d'acquisition à l'échelle européenne permettrait sans doute, pour les drones, alors peut-être pour d'autres sujets, permettrait peut-être d'obtenir cette masse pour ceux qui gagneront ces marchés. Et de toute façon, après, le marché fera le tri.